Vous croyez que la tyrannie de la majorité, c'est mieux que la tyrannie de la minorité qu'on vit aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on est sous tyrannie de la minorité. Hein. On a 13% du corps électoral qui soutient un gouvernement majoritaire et qui impose des décisions à 77% des autres. Crayonniste, bonjour. Dans l'épisode d'Œil pour Œil d'aujourd'hui, je reçois Clara Egger, candidate à la présidentielle pour le mouvement Espoir RIC 2022. Clara Egger souhaite mettre en place le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. Pour elle, les citoyens n'ont pas aujourd'hui assez de pouvoir. Et c'est pour restaurer ce pouvoir qu'elle souhaite mettre en place un référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est-à-dire que l'on changerait la constitution pour améliorer le quotidien des Français. Elle présente cette mesure dans son programme et dans ce livre pour que voter serve enfin. Et vous, est-ce que vous pensez que les citoyens manquent de démocratie aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo. Je crèverais avec une queue dans la bouche. Il faut lui mettre dans la bouche de la nourriture et pas sa bite en fait. Marine Le Pen est une démagogue. Si c'était pour le Frexit, pourquoi ils vous ont pas élu en Parce 2017 que, alors, Si nous sommes à l'image de la société, dans la société, il y a forcément du racisme. Les médias ont changé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut aller chez Cyril Hanouna sur TPMP pour débattre ? Bonjour Clara Egger. Bonjour Antonin, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici aujourd'hui pour une interview, pour un œil pour œil avec moi. Clara Egger, vous êtes candidate à la présidentielle donc de 2022 et vous êtes candidate donc du mouvement citoyen Espoir RIC. Donc j'avais une question au tout début pour essayer de bien comprendre ce que c'est. C'est quoi le RIC ? Le RIC, alors déjà, candidate à la candidature, hein, la différence est importante puisque pour être candidat, voilà, il faut obtenir le soutien de 500 parrains, qui sont en fait des élus, maires et élus au niveau députés, élus européens, conseils régionaux, etc. Le RIC, c'est une idée qui est très très simple. C'est l'idée que chaque citoyen puisse écrire directement la loi. Donc aujourd'hui, il y a environ 1000 personnes dans notre pays qui peuvent faire une proposition de loi, ce sont les députés et le gouvernement. Le RIC, c'est étendre ce droit-là à l'ensemble des citoyens et qu'on puisse demain faire une proposition de loi sur un sujet et donc ça c'est le côté initiative citoyenne et qu'à la fin on décide quelle proposition de loi on veut adopter par référendum, donc c'est le côté référendum d'initiative citoyenne. Nous, on le cible sur des lois très particulières, ce sont les lois constitutionnelles, et on pourra peut-être expliquer pourquoi c'est vraiment important de cibler ce niveau-là dans notre pays, pourquoi c'est la Constitution qui est la clé du pouvoir des citoyens. Est-ce que ça existe dans d'autres pays ? Oui, ça existe. Alors, le RIC constituant qui permet de changer la Constitution existe dans 11 pays, notamment en Uruguay, en Suisse. L'exemple le plus connu pour nous en France, c'est les Suisses, en fait. Ça fait tout de suite référence à... Mais on a aussi, ça existe en Asie, dans les îles Palau, en Micronésie. Et puis, si on étend à d'autres formes de RIC, où l'initiative, elle permet d'abroger une loi, de révoquer un élu ou d'écrire la loi ordinaire, non constitutionnelle, là, on parle de 36 pays, dont 18 le pratiquent très très régulièrement. Les plus grands exemples, c'est que la moitié des États, notamment aux États-Unis, la Californie, qui est un des grands États, prend des décisions quotidiennement par référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est pas un outil isolé. Et aucun pays de l'Union Européenne, hormis la Suisse qui n'est pas dans l'Union Européenne, mais aucun pays d'Europe, sinon on utilise... Si, alors on a des formes particulières. L'Italie a le référendum abrogatif. On a l'Allemagne qui l'a au niveau local. On a les Pays-Bas, là où je travaille, qui ont une forme de référendum aussi, qui ont eu le référendum abrogatif consultatif. Et qui l'ont aussi au niveau local. Voilà un peu pour les exemples proches de nous en Europe. C'est vraiment il y a de plus en plus, ce qui est important à retenir, c'est de plus en plus de pays. C'est très récent pour beaucoup de pays ? C'est récent pour beaucoup de pays, ouais. Mais l'outil en tant que tel, en fait, c'est Condorcet qui l'a inventé, c'est un Français. On devait l'avoir juste après la Révolution française. Il était dans la première constitution qui n'a jamais été appliquée. Et c'est comme ça que les Suisses l'ont eu, parce que Condorcet l'a inventé. Donc on a des pays qui le pratiquent depuis près de 200 ans, la Suisse, les États-Unis. Et puis on a des pays pour lesquels c'est plus récent. Ça s'est marqué surtout, on va dire depuis les années 1990, le nombre de pays qui l'adoptent est de plus en plus important. Et pourquoi en France, on a décidé de ne pas l'adopter alors ? En France, on a un fossé très très gros. Vous savez, souvent on dit une démocratie, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit réactive. C'est-à-dire quand les citoyens veulent quelque chose,
paf, les élus le mettent en place. Ça, c'est une grande caractéristique des démocraties qui fonctionnent. C'est cette réactivité, les citoyens demandent quelque chose, ils l'obtiennent. Nous, notre démocratie, elle est très très peu réactive, puisque environ depuis le moment où on a posé la question aux Français, 2011, on a 3/4, c'est vraiment, il y a très peu de mesures où on a un tel soutien populaire, 3/4 des Français veulent le RIC, le soutiennent et pensent qu'écrire la loi, c'est un droit qu'on doit avoir, c'est un pouvoir qu'on doit avoir en France. Et 10% des élus sont favorables à ce droit-là. Pourquoi ? Parce que c'est un outil, alors surtout en matière constitutionnelle, qui prive les élus de leur pouvoir, qui les oblige à composer avec les souhaits d'un grand nombre de citoyens. Mais on peut comprendre qu'ils n'aient pas très très envie d'adopter cette mesure dans le temps court. Mais du coup, quoi, vous direz qu'aujourd'hui on ne vit pas en démocratie ? Aujourd'hui, une démocratie, moi j'ai une définition très simple de la démocratie, ça se mesure, le niveau de démocratie, ça se mesure au nombre de choses que les citoyens peuvent faire, au nombre de droits que nous avons, au nombre de pouvoirs que nous avons. Bon, en France, on en a un certain nombre. On a le droit de former un parti politique, on a le droit de se présenter aux élections, on a le droit d'élire sur l'offre politique qui ont été faites, on a le droit de manifester avec des restrictions quand même ces dernières années. Puis il y a un droit qu'on n'a pas, qui est fondamental, qui est celui d'écrire la loi et de voter la loi directement. Et c'est ce qui explique pourquoi notre démocratie, quand on regarde un peu les classements internationaux, vous savez, il y a le hit parade des démocraties, comme il y a le hit parade des chansons. La France est très mal classée. En fait, on est avant-dernier en Europe occidentale. Derrière nous, il y a l'Italie. Je suis désolée pour les Italiens. Souvent, quand je dis ça, on dit « Oula, les Italiens vont pas être contents ». Mais on est, oui, en bout de course. Pourquoi ? Parce qu'on a un système politique où le pouvoir se concentre de plus en plus en un petit nombre de mains et un grand nombre de personnes subissent des décisions avec lesquels ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne soutiennent pas, et sans pouvoir faire grand-chose, en fait, pour s'y opposer. Et c'est ça le nœud principal de notre système aujourd'hui. Pourtant, il y a des élections assez souvent en France. Qu'est-ce qui fait alors que ce pouvoir se concentre ? Parce qu'en soi, on peut très bien voter, décider de voter pour un élu ou un autre, on peut décider de voter pour un président ou un autre. Et dans ce cas-là, pas besoin de toujours constamment changer la loi avec des référendums d'initiative citoyenne. On a eu en fait, il y a une série de petites décisions qui ont été prises dans notre pays dont on n'a pas mesuré l'impact qu'elles allaient avoir sur la possibilité de chacun aussi de porter des projets différents aux élections. Une des premières mesures qui a un peu mis des rouages dans la machine, c'est la loi de financement des partis politiques, on aurait pu choisir plein de modalités possibles. La modalité qui a été reconnue, c'est le nombre de financements que vous avez est dépendant des scores électoraux. Qu'est-ce que ça produit en bout de chaîne ? Ça produit qu'un parti politique n'a plus du tout intérêt à avoir des militants. Puisque l'argent que vous arrivez à gagner, c'est si vous faites des gros scores électoraux. Donc vous allez aller chercher des professionnels qui vont vous expliquer comment les gagner les élections. Professionnels de la com, mais pas des militants. Parce qu'un militant... faut lui faire coller des affiches, mais ça remet en question un militant, ça pose des questions sur le fonctionnement, ça veut remettre en cause les décisions qui sont prises, donc on va plutôt les mettre de côté, et on a petit à petit des partis politiques qui se vident. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est quasiment plus de... La République En Marche, c'est rien comme adhérents. Mais les Républicains, c'est peu. C'est quoi ? Il n'y a pas d'idéologie Non, c'est juste qu'il n'y a pas de soutien. Ils n'ont pas besoin d'avoir un soutien militant. Ce qu'il faut qu'ils sachent faire, c'est gagner des élections. Et ce n'est pas les mêmes compétences. Si on regarde en Allemagne, par exemple... Donc sans base militante, on peut gagner des élections. Oui, sans base militante, il faut gagner des élections. Même, il vaut mieux, dans notre pays, ne pas avoir trop de base militante, parce que je vous assure que travailler avec des militants, c'est composer, c'est faire des choix, et il vaut mieux se faire machine de guerre. Zemmour, aujourd'hui, il a beaucoup de militants, beaucoup de gens derrière lui. Zemmour, il a beaucoup de financement. Il a pas... Le nombre de militants, j'attends de le voir. C'est-à-dire, il a le capital. Vous savez, pour gagner une élection, il faut 3 types de capital. Du capital politique, c'est-à-dire connaître des personnes, des partis politiques, des personnes dans la politique, du capital médiatique, c'est-à-dire être visible médiatiquement, et du capital financier. Zemmour, il combine les 3. Le capital humain, il n'en a pas besoin, en fait. Il n'y a pas nécessité d'avoir du capital humain pour gagner une élection. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que si vous arrivez à la présidentielle, on a toute une série de candidats qui s'engagent sur des promesses qu'ils ne peuvent pas réaliser sans gagner les législatives, puisqu'aujourd'hui, si vous lisez la Constitution, et franchement, j'invite tout le monde à le faire, vous cherchez président dans la Constitution, vous allez voir, ces fonctions sont très limitées, c'est des fonctions d'arbitrage. Moi, j'entends aucun candidat dire « Ah oui, alors, moi, je suis un arbitre de ce type, voilà, gardien de la Constitution, pour moi, ça veut dire ça. » Non, ils parlent de tout et n'importe quoi, mais pas des fonctions du président. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà dans une logique de cumul des pouvoirs.
Ils disent, je vais changer votre vie, donnez-moi le maximum de pouvoir. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de campagne législative et que les personnes qui étaient proches du parti, qui n'ont pas gagné la présidentielle, ils s'abstiennent. Donc au final, on a vraiment une concentration du pouvoir où on a un président d'une couleur politique, une assemblée d'une couleur politique. Et comme le Premier ministre, il dépend de la couleur de l'Assemblée, un Premier ministre de la même couleur politique, vous avez tout le cumul. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui, on a un Parlement qui enregistre en fait les décisions du gouvernement, qui ne conteste pas. Parce que il est majoritairement de la même couleur. Il a été voté majoritairement par le peuple français, en soi. Donc, il a été voté... Non, attention, il faut faire attention. Par l'effet du système électoral et de l'abstention, aujourd'hui... La République En Marche et l'Union démocratique du centre, cette alliance, a 60% de l'Assemblée nationale, avec le soutien de 13% du corps électoral. 13%. C'est pas la majorité. C'est pas parce que vous êtes majoritaire au second tour d'une élection que vous êtes majoritaire dans la population des ayants droit au vote. Et ça, c'est un problème de notre système. Mais là, c'est une question de proportionnel ou pas proportionnel dans les élections législatives. Parce que s'ils ont été élus, c'est que des individus ont voté pour eux. Alors certes, du coup, au second tour, très certainement, ils n'avaient pas voté initialement pour eux, mais de fait, ils ont gagné ces élections-là. Après, il faudrait peut-être revoir dans ce cas-là le système des élections. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est antidémocratique dans ce cas-là ? On peut dire que c'est oligarchique. C'est-à-dire qu'on a un système qui produit... Et ça, c'est pas propre à la France. La France est un exemple très marqué en Europe. Mais tous les systèmes représentatifs ont cette dérive-là possible. C'est d'ailleurs une dérive oligarchique où on a un petit nombre de personnes qui exercent tous les pouvoirs. Pourquoi ? Parce que les partis politiques se présentent à toutes les élections et on veut cumuler tous les pouvoirs. Donc on a vraiment cette dérive-là. Et aujourd'hui, c'est quand même très problématique. Vous savez, quand on fait un peu des comparaisons internationales, c'est mon travail. Des situations où on a un parti majoritaire avec le soutien d'une si faible minorité, c'est presque des situations de guerre civile en bout de course. Ça existe, ça explique pourquoi, en fait, un président qui est élu sur cette base-là, derrière, il va subir une contestation le lendemain de son élection très forte parce que, en fait, il n'est pas majoritaire. Le gouvernement qui est mis en place n'a pas le soutien de la majorité des citoyens. Donc, il y a plus démocratique. Effectivement, vous citiez les pays où il y a la proportionnelle, résistent plus démocratiquement. On a beaucoup plus d'inclusion. Nous, notre système... Mais pourtant, ils sont plus sensibles à l'instabilité politique aussi, notamment en Italie. Ils sont plus sensibles à l'instabilité gouvernementale, mais attention, ça veut pas dire que les décisions qui sont prises ne sont pas stables. Puisque quand vous êtes obligé pour pouvoir gouverner, de prendre en compte des alliances très larges, ça veut dire que les décisions que vous prenez, c'est des décisions qui ont des soutiens très forts, majoritaires. Or, les majorités, elles changent rarement du tout au tout. Donc, on peut avoir... Souvent, quand on dit instabilité, ça aussi, c'est le grand mythe qu'on nous a vendu. « Oh là, la proportionnelle, c'est instable. » Non, en fait, c'est des gouvernements qui chutent, c'est des alliances qui changent. Pourquoi ? Parce que, entre deux élections, les opinions changent. Et un gouvernement qui était au début d'un mandat majoritaire peut perdre cette majorité et doit composer avec d'autres partis. C'est ça, la démocratie aussi. C'est de devoir faire des alliances qui changent. Mais ça ne veut pas dire que les politiques sont instables. Notre pays... Ce sont des politiques très, très instables. Nous, on est dans une logique de coup de balancier, puisque vous avez des alternances politiques qui reviennent à dire « Ok, on change tout, parce qu'on va récompenser notre clientèle électorale qui n'a pas eu le pouvoir jusqu'à présent. » Donc, coup de balancier dans un sens, coup de balancier dans l'autre. On est dans une logique de politique très, très, très instable dans notre pays. Très récemment, il y a vous avez cité tout à l'heure un chiffre, 90% je crois des Français qui seraient... 75% des Français qui seraient favorables au RIC. Pourtant, très récemment, il y a une candidate, Charlotte Marchandise, qui s'est présentée à la primaire populaire et elle est arrivée avant-dernière. Derrière Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira. Dans ce cas-là, comment expliquer qu'une candidate qui pourtant a une mesure que 75% des Français approuvent, se retrouve dans une élection où il y a des Français qui très certainement sont aussi favorables au RIC, qui ne représentent pas les 25% restants, elle ne soit pas plébiscitée. La primaire populaire n'est pas le reflet je ne sais pas combien, peut-être un peu moins de 300 000 électeurs. Un peu plus. Un petit peu plus, 310 000 peut-être. Je ne sais plus exactement. Ne sont pas le reflet de la diversité. On est quand même sur des électeurs, profils très particuliers. Mais ce n'est pas des électeurs qui sont anti-démocratie. C'est pas des électeurs. C'est des électeurs. Le problème de la démocratie, c'est qu'aujourd'hui, on a des partis politiques qui sèment la confusion totale là-dessus.
Et je dois le dire que la confusion, particulièrement dans la primaire populaire, a été très forte. Moi, j'ai été au début des débats sur la Constitution, c'est-à-dire, c'est toujours, oui, alors la démocratie, le RIC, ça suffit pas, pourquoi pas, mais pourquoi pas aussi le vote blanc, pourquoi pas aussi le jugement majoritaire, et puis pourquoi pas aussi des conventions sur le renouveau démocratique. Tout ça, ça floute, parce que si on repart de la définition de la démocratie, c'est l'idée que ceux qui subissent des décisions ont le pouvoir de les changer. Ce sont les citoyens qui ont les clés, qui ont la main sur les règles du jeu politique. Ils ont le droit d'intervenir à chaque fois qu'une décision ne leur plaît pas. Et ça, ce droit, il est permanent. On voit bien que c'est juste pas la même chose. Le RIC, c'est pas la même chose que le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc. Parce que la reconnaissance du vote blanc, ça vous donne quoi comme droit ? Le droit de dire « l'offre électorale ne me convient pas », point. Et aux élections, parce qu'entre deux élections, vous avez le vote blanc, vous êtes content, mais si on ne vous demande pas de voter sur un sujet, vous n'avez pas le droit de proposer des lois et de les voter directement, même si vos élus ne sont pas d'accord avec ça. Donc on a cette confusion très forte, mais qui s'explique aussi, moi ça ne m'étonne pas du tout ce résultat, parce que certes, alors déjà Charlotte Marchandise a eu du soutien, donc quand vous dites c'est pas, il n'y a pas que 25%, mais il y a quand même parmi les gens qui ont soutenu, qui ont voté à la primaire populaire, il y a eu des gens qui vraiment pour qui cette question de la démocratie, c'était ce qui distinguait Charlotte Marchandise et fallait la soutenir pour ça. Par contre, l'électorat de la primaire populaire, il est très particulier. Il est diplômé, il est urbain, dans une grande partie. On n'a pas de sociologie très claire électorale. Il fait partie des gagnants, de ceux qui sont quand même assez bien représentés politiquement. Le RIC, c'est l'outil de ceux qui subissent, c'est l'outil des perdants, c'est l'outil de ceux qui n'exercent pas le pouvoir. En fait, entre deux élections, ils ont pu mettre un bulletin dans l'urne s'ils le mettent, mais après, ils n'ont plus aucun moyen d'influencer le cours des choses. Donc c'est normal qu'auprès de partis dont l'union, c'est de faire l'union de la gauche pour gagner, on ne s'adresse pas aux perdants, parce qu'on pense qu'on va gagner. Le RIC, il est beaucoup plus populaire dans des mouvements de ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de défendre leurs idées parce que les élus ne les écoutent pas, parce qu'ils prennent la rue, de toute façon, ils se font face à une répression policière qui fait qu'ils ne peuvent pas défendre leur sujet. Donc, il faut regarder, vraiment, il est pas soutenu par tout le monde, c'est vrai. Et en tout cas, les 25% qui ne le soutiennent pas, c'est des gens qui sont plutôt satisfaits de la représentation politique comme elle fonctionne, qui ont accès à la possibilité alors soit ça leur va bien comme ça marche, soit ils ont accès, peuvent changer les choses. Est-ce que on s'expose pas, avec le RIC, à une tyrannie de la majorité, comme disait Tocqueville, c'est-à-dire la majorité qui décide tout le temps pour tout et oublie certains droits qu'on doit accorder à des minorités pour que justement la société puisse fonctionner correctement et qu'on vive tous ensemble. Mais vous croyez que la tyrannie de la majorité, c'est mieux que la tyrannie de la minorité qu'on vit aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on est sous tyrannie de la minorité, hein. On a 13% du corps électoral qui soutient un gouvernement majoritaire et qui impose des décisions à 77% des autres. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où une minorité exerce tout le pouvoir et l'impose à la majorité. Ça, c'est pour la boutade. Non, mais ma question, c'était est-ce qu'une majorité de citoyens va considérer la minorité qu'ils ne voient pas forcément et à laquelle des élus ou des personnes dont la responsabilité est de voter des lois, eux ont ce rôle et cette tâche de penser aussi à d'autres personnes qui ne sont pas ni eux ni le peuple de manière large, et donc ne pas oublier cette minorité. Alors, il y a plusieurs réponses à faire sur ce sujet. Je pense que vous avez un peu une vision de l'homme politique, vous savez, omniscient, c'est-à-dire qui est capable de penser à tous les intérêts des uns et des autres, de la minorité. Ça n'existe pas, hein. C'est impossible. Quand vous prenez une décision, vous avez un certain nombre d'intérêts en tête, alors souvent ceux qui vont vous réélire, ça c'est vrai, hein. Et bien c'est sûr, difficile d'imaginer quelle est... En fait, pour savoir ce que veut la minorité, il faut la laisser porter ses projets. Et le RIC, c'est un outil très fort pour que la minorité mette sur l'agenda des choses que... Et comment elle fait si elle est minoritaire ? Parce que justement, c'est le parti initiative. C'est-à-dire, la partie initiative, c'est de dire, on garantit un droit à une minorité de citoyens de défendre une mesure. Nous, c'est 700 000 citoyens. Donc 700 000 citoyens, s'ils se reconnaissent dans une proposition, ils peuvent la mettre à l'agenda public. Vous savez, ça aurait des effets très forts sur des choses... par exemple, on a beaucoup parlé des dom-toms. Et pourquoi aujourd'hui, la politique métropolitaine ne reflète pas du tout les préoccupations de ces territoires ? Pourquoi ? Parce que ces territoires-là, ils n'ont aucun moyen d'influencer directement la production législative. Ils peuvent manifester... Si 700 000 personnes vivant dans les dom-toms déposaient un recours pour faire un référendum d'initiative citoyenne,
la majorité donc métropolitaine ne voterait pas pour leurs intérêts. Eh bien, c'est pas ce qu'on constate. C'est pas ce qu'on constate. Pourquoi ? Parce que il y a une réponse de type, j'ai envie de dire, philosophique et une réponse très pratique, de type données, chiffres. La réponse philosophique, c'est Condorcet disait, celui qui a inventé le RIC, les meilleurs garants de la protection des droits, ce sont les citoyens eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y aura toujours un moment dans votre vie où vous allez vous retrouver du côté de la minorité. C'est-à-dire que oppresser une minorité, c'est pas très bon parce que vous êtes peut-être dans la majorité sur la politique économique, mais vous allez être dans la minorité sur la reconnaissance, par exemple, des droits aux minorités sexuelles. Donc, en général, c'est pour ça que les citoyens sont très opprimés les minorités, et plutôt pas, parce qu'on sait pas après, nous, quand on sera du côté de la minorité, qu'est-ce qu'elle sort. Donc, on est plutôt dans une logique de dire, j'accommode, si votre proposition est pas trop extrême, on peut voir. Et c'est ce qui explique pourquoi, factuellement, tous les pays qui ont le RIC constituant, dans leur région, sont ceux qui protègent le plus le droit des minorités et les droits humains. La Suisse, vraiment top 5 des pays en Europe. L'Uruguay, en Amérique latine, top 5. Vraiment les pays qui protègent le plus les droits individuels. Top 1 même. C'est vraiment les pays où la protection des minorités et des droits individuels sont les plus forts. Est-ce que Clara Heger et que vous qui êtes démocrate, je vous pose cette question parce que dans votre justement sur votre site, vous dites tout candidat qui ne souhaite pas donner le pouvoir constituant au peuple en 2022, tout candidat qui ne souhaite pas faire du RIC la première mesure de son mandat avant les législatives, alors ce n'est pas un candidat ce n'est pas un candidat démocrate, évidemment c'est un candidat antidémocrate et anti-républicain qui alors excusez-moi, j'arrive plus. Antidémocrate sans doute, anti-républicain. Vous dites antidémocrate et anti-républicain qui ne méritent ni le vote ni la confiance. Ouais, c'est vrai. Non, moi j'assume complètement ces propos. Je crois que l'idée c'est de dire, vous savez, quand on veut marquer une campagne politique, c'est aussi prendre des positions claires pour arrêter la propagation de fake news dans notre pays. Et là, les numéro 1 de la propagation de fake news sur la démocratie, c'est les médias, notamment Le Monde, Libération, les médias, on va dire, mainstream, et les responsables politiques. Et la démocratie, c'est tout et n'importe quoi. La démocratie, si on est démocrate, alors on n'a aucun problème à se placer sous le contrôle permanent des citoyens. Parce que on peut se dire, mais ouais, je suis pas omniscient en fait. Il y a peut-être des bonnes idées qui vont émerger et ça m'aide d'être dans mes fonctions d'élu. Ça m'aide d'avoir des citoyens qui puissent proposer, être actifs, me rappeler à l'ordre quand je vais trop loin. Si on défend la démocratie et pas son intérêt partisan, et c'est l'idée de prendre le pouvoir, alors on peut pas s'opposer. Et d'ailleurs, vous remarquerez, personne aujourd'hui. Le RIC, je voyais un article dans Libération, le RIC est partout. Personne aujourd'hui, aucun responsable politique dit je suis contre le RIC. Oh, c'est une bonne idée. Bon, par contre, faut pas que ça. Alors, les engagements sont peu clairs. Mais la démocratie, c'est ça. C'est qu'un responsable politique se soumette au jugement des citoyens de façon permanente. Oui, mais alors justement, vous vous présentez à la présidentielle. Alors certes, vous attendez les signatures des maires. Je vous le souhaite de les avoir. Mais même si vous les avez... déjà, est-ce que vous avez un programme autre que mettre en place le référendum d'initiative citoyenne constituant et est-ce que vous pensez sincèrement justement dans cette logique de les citoyens, est-ce qu'ils s'investissent, est-ce qu'ils ont envie d'aller voter, etc. Dans ce cas-là, si le RIC est une mesure importante pour eux, vous devriez être à du coup 75%. Alors, il y a nous, on a, comme je vous expliquais, ce qu'on porte, c'est une vision, un projet de société. Et on le porte à la présidentielle parce qu'aujourd'hui, on est le seul mouvement, et j'y reviendrai, qui porte une vision de société qui peut être mise en place par le président de la République. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez quels sont les pouvoirs du président, pouvoir d'arbitrage, gardien de la Constitution, représentation à l'international, aucun pouvoir de gouvernement. Donc on ne prend pas des promesses. Si vous attendez des promesses de type Père Noël, de dire alors moi président ce sera 100 balles de plus à la fin du mois, ça relève pas des pouvoirs du président. Donc nous on est parti des prérogatives constitutionnelles et on a dit nous on veut pas faire comme tous les partis politiques qui disent je m'assois sur la Constitution parce que les Français, ils ont besoin de rêver une fois tous les 5 ans. Attends, c'est pas grave, on fera pas ce sur quoi on s'est engagé, mais c'est pas grave parce que ça donne un peu de... Nous, on a choisi ça. C'est une vision de société, le titre du manifeste, c'est pour une transition démocratique, c'est
la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui rentrer dans une nouvelle étape de la démocratisation de la France? Le RIC, c'est une mesure. C'est une mesure qui enclenche complètement, dont les effets, c'est la clé, qui déverrouille le système et qui a des effets extrêmement forts à tous les niveaux de la vie, sur l'économie, sur l'environnement, sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation. C'est ce qu'on explique d'ailleurs dans le manifeste de campagne qui sort, c'est de montrer que cette petite mesure, elle change tout. Avant de changer même plus que de changer des programmes politiques. Donc nous, cette vision-là qu'on porte, ça ressemblerait quoi ? À quoi une France où les décisions, elles partent plus du haut vers le bas. On arrête ce côté, on impose des grandes marches forcées, on modernise contre son gré, mais on part du bas vers le haut. On fait vraiment, on retrouve une forme de dynamisme où les propositions, elles émergent du bas, elles sont plus proches aussi des revendications des citoyens dans leur lieu de vie. On retrouve des contre-pouvoirs locaux avec des communes qui rejouent leur rôle. Ça ressemblerait à quoi ? C'est ça qu'on défend. C'est-à-dire, c'est ça. Une France par le bas avec du débat démocratique de qualité où on ne sera pas d'accord sur plein de sujets, mais au moins on en aura discuté et où il y aura une transparence aussi de l'information parce que quand les citoyens décident, la politique est plus transparente, on a plus d'informations sur comment les décisions sont prises. Et puis, on va remettre un peu le sens noble du mot politique au cœur de nos vies, quoi. On va permettre à ce que tout cet activisme citoyen aujourd'hui qui est sous couvercle dans notre pays, parce qu'on a plein d'associations, elles aient enfin les moyens d'influencer le débat public et d'être visibles et de porter leurs revendications. Ça, c'est la vision qu'on porte. C'est vraiment celle-là. La mesure pour obtenir cette vision, c'est le RIC constituant. Et une autre mesure, c'est le RIC constituant, vous savez, c'est donner le pouvoir aux citoyens de faire des propositions. Et à côté de ça, nous, c'est l'idée de dire qu'il faut diviser le pouvoir. Il faut vraiment arrêter cette concentration et donc revenir, expliquer, ça ressemblerait à quoi un président arbitre ? Qu'est-ce qu'il ferait un président arbitre ? Ça veut dire quoi les fonctions d'arbitrage du président, le gardien de la Constitution ? Un exemple assez classique que je donne, c'est un président arbitre, par exemple, quand il sent qu'il y a une minorité qui est vraiment en désaccord avec une mesure, même si lui, personnellement, cette mesure, il la soutient, il a des outils, comme le référendum, comme renvoyer en première lecture une loi à l'Assemblée pour dire « attention là, on est en train de... La situation, elle est explosive parce qu'on ne peut pas écraser une minorité tout le temps. » Donc c'est vraiment retrouver cette dynamique-là, par le bas, respectueuse de la différence d'opinion, et où, c'est une France qui respire, quoi. On arrive à la fin de cette interview, je vais vous poser les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, est-ce qu'il y a une personne que vous souhaiteriez voir ici dans cette interview à votre place ? Quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous aimez pas, peu importe. Moi, je rêverais, vous savez, Espoir Ric, c'est un mouvement où il y a toute une série d'individus qui le font vivre. Et je pense à, l'équipe parrainage, on a une personne qui s'appelle Florent, ils sont 3, mais Florent en particulier à Marseille, qui fait tout ce boulot de contacter. C'est hyper intéressant de l'entendre dire. On a Raoul qui est ici, qui a écrit le projet de loi, c'est lui qui a écrit le RIC constituant, c'est lui en fait. C'est lui qui l'a écrit, qui l'a pensé, donc il peut vous raconter comment ça s'est passé. On a une Claire et une Florence à la communication qui vous racontent de ce que c'est de se battre contre des médias dominants. Donc moi j'aimerais qu'il y ait une émission qui donne la parole à ces gens-là pour dire c'est quoi en fait de faire de la politique pour un mouvement citoyen. C'est quels obstacles auxquels vous... Donc ça, moi j'adorerais qu'on voie ces gens-là. Ce serait vraiment... C'est entendu, merci. Est-ce que vous avez une citation qui vous accompagne, une phrase que vous aimeriez... Ça c'est une bonne question. Moi j'aime bien celle de je cite souvent, alors il y en a certaines que je cite souvent, il y en a une de Jean-Jacques Rousseau que j'aime bien qui dit enlevez des responsabilités au peuple, il sera irresponsable, donnez-lui des responsabilités, il sera responsable. J'aime bien la partie de dire plus les gens décident et plus ils font des choix éclairés. Et après j'ai une série de citations de Condorcet, mais elles sont un peu arides. Condorcet, c'était pas une écriture, mais sur l'importance de décider en son âme et conscience sur un objet, tout seul dans le calme de sa chambre. C'est un peu des citations qui me portent. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, Antonin. C'était avec plaisir. Merci. Cet épisode d'Œil pour Œil est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon, salut.